Bonjour, nous allons faire ici une petite vidéo pour faire une synthèse sur le cours de test de comparaison de moyenne. Donc je vous remets en situation, on prend deux populations différentes et on prélève dans chacune de ces populations un échantillon et on va regarder un caractère et comparer ces deux caractères. Par exemple, on va pouvoir prendre, comme dans l'exemple de cette vidéo, deux cépages différents. On va prélever les grains de raisin de ces deux cépages et regarder le poids moyen, le poids des grains de raisin et faire regarder s'ils ont des masses identiques ou pas. Donc pour chaque échantillon, nous allons de chaque cépage, donc de chaque population, nous allons récupérer, identifier trois grandeurs. Bien entendu, la première c'est la taille de l'échantillon. Donc l'échantillon 1 et l'échantillon 2 n'ont pas forcément la même taille. Après, nous allons faire une moyenne du caractère étudié. Donc là, par exemple, si c'est la masse de chaque graine de raisin, on va faire une moyenne de ces graines de raisin par échantillon. Et on va regarder aussi leur dispersion, que l'on aura l'écart type S1 pour l'échantillon 1 et S2 pour l'échantillon 2. Nous allons nous placer dans deux cas différents. Le premier, je vous rappelle, si les échantillons sont de taille supérieure à 30, quelle que soit la variable aléatoire que suit la population, on sait que les échantillons supérieurs à 30, ils suivront forcément une normalité. Donc il y a deux possibilités quand on est sur des tailles supérieures à 30. Vous avez donc la population qui suivra une dispersion sigma 1 et sigma 2. Hein, j'ai bien parlé de population. Donc on fera bien la distinction entre les sigma qui est la dispersion des masses pour la population totale et S pour juste les échantillons. Donc imaginons qu'on est dans la situation où on connaît les dispersions sigma 1 et sigma 2. Donc dans ces cas-là, vous avez la masse de l'échantillon qui vont appartenir à des variables aléatoires M1 et M2. Et ces variables aléatoires M1 et M2 suivront une normalité qui aura pour moyenne M1, la masse moyenne de l'échantillon 1, et comme dispersion sigma sur racine de n, N1 pour l'échantillon 1 et N2 pour l'échantillon 2 et sigma 1 pour l'échantillon 1 et sigma 2 pour l'échantillon 2. Imaginez qu'on soit dans la deuxième situation où cette fois-ci on ne connaît pas la dispersion des valeurs dans la population. Alors il faudra faire aussi une estimation de la dispersion et cette dispersion sera due au fait que sigma sur racine de n est égal aussi à S sur sigma sur racine de n moins 1. Donc une fois qu'on a vu si ça suivait une normalité ou pas, hein, avec la taille des échantillons supérieurs ou inférieurs à 30, et puis si on connaît la dispersion de la population ou pas, on va, comme chaque test, poser les hypothèses. L'hypothèse nulle sera l'égalité des moyennes, donc on dira pour cette hypothèse nulle, la masse moyenne des raisins des deux cépages, les masses moyennes des raisins des deux cépages sont les mêmes. L'hypothèse alternative, elle peut avoir deux significations, soit on va considérer que M1 est différent de M2, ou on pourrait dire que M1 est supérieur à M2 ou inversement inférieur à M2. Donc selon la conclusion qu'on va en tirer, la nature du test sera différente. Donc si on considère que l'on veut juste une différence, on va poser l'hypothèse suivante. Avec un seuil de risque de première espèce, les masses moyennes des raisins des deux cépages sont différentes. Donc bien entendu, je vous ai fait une petite vidéo, j'espère que vous l'avez regardée, sur les deux seuils de risque de première et seconde espèce, de voir la différence entre ces deux types de risques. Alors pour la prise de décision, une fois qu'on a posé les hypothèses, la question que l'on va se poser, imaginons que M1 et M2 soient les mêmes, donc ils aient la même moyenne, etc. Ils sont représentés
la population 1 par le dessin, le schéma du haut, et la population 2 par le schéma du bas. Alors si on considère que l'hypothèse 0 est vraie, c'est-à-dire qu'ils ont la même moyenne, nous avons une illustration de, de la variable aléatoire de l'échantillon 1 et de l'échantillon 2. Donc l'échantillon 1 sera en vert ici, l'échantillon 2 en violet. Donc si on a une variation des valeurs, cette variation de M1 et M2 serait simplement due au fait qu'elles appartiennent à deux populations différentes. Et donc si on a une différence, ça serait simplement dû à une fluctuation des valeurs obtenues dans les échantillons, et non pas une réelle différence. Nous allons donc nous placer dans la prise de décision maintenant, où nous allons donc comparer M1 et M2, donc faire une différence entre ces valeurs. Bien entendu, la différence, si les valeurs sont égales, elle sera nulle. Donc on va prendre les variables M1 et M2, si elles suivent une normalité. La différence entre ces valeurs suivra aussi une normalité qui ira pour paramètre la moyenne étant M1 moins M2, et la dispersion sera la somme des variances. J'ai bien dit la somme et pas la soustraction, et non pas des écarts types mais des variances. Donc c'est pour ça que vous obtenez les valeurs qui sont ici. Et donc on est dans la situation où le sigma, c'est-à-dire le sigma 1 et sigma 2, c'est-à-dire les écarts types des populations, n'est pas connu. Donc nous allons, une fois que nous avons fixé D, nous allons faire un changement de variable pour avoir U qui est changement de variable en fonction de D, pour obtenir une centrée réduite. Je vous rappelle que pour passer de D à U, où U est une centrée réduite, il suffit de faire U est égal à D moins les paramètres de la moyenne de D sur sa dispersion. Nous nous plaçons dans la possibilité, le cas où M1 dans le H1, l'hypothèse alternative est différente de M2, donc on sera sur un test bilatéral, c'est-à-dire qu'on enlève la moitié du seuil de risque des deux côtés. Et si on était dans le cas où on a une majoration, on serait sur ou minoration, on serait sur un test unilatéral et on enlèverait tout du même côté. Donc là, on se place dans le cas où on est sur du bilatéral. Donc on va calculer la probabilité de la variable U, qui est comprise entre moins t et t, de telle façon ce qui est 0,95 en enlevant les 5% du seuil de risque. Donc en faisant inverse normale, on trouvera t qui est égal à 1,96. Et donc on va pouvoir ouvrir une discussion en fonction de ce 1,96. Donc on dira que U ne doit pas excéder ce 1,96, et on se met dans le cas où l'hypothèse 0 est retenue, donc c'est-à-dire que la variable grand D est nulle. Donc le changement de variable sera réduit à M1 moins M2 sur la dispersion. On va donc ouvrir une discussion donc de M1 moins M2. S'il excède ce 1,96 fois la dispersion, on rejettera H0, sinon on retiendra H0. Nous allons donc illustrer ce résultat avec l'exemple suivant. Donc vous avez une population 1 qui serait le cépage, le premier cépage, population 2 le deuxième cépage, dont on tire de ces deux populations des échantillons A et B. Donc par exemple pour le cépage 1, on aura une taille d'échantillon de 97, qui voudrait dire qu'on a pris 97 graines de raisin du cépage 1 dont on a mesuré la masse. On a fait une masse moyenne de cet échantillon, on trouve 2,36, et une dispersion de ces masses de raisin par rapport à la moyenne de 0,5. Notez bien ici que S étant la dispersion, l'écart type de l'échantillon. Et pareil pour l'échantillon 2 de taille 85, on trouve les valeurs suivantes. Alors qu'est-ce qu'on fait alors pourquoi on a ces valeurs ici? Donc on a bien M1, donc l'échantillon ici qui appartient à cette variable aléatoire de moyenne 2,36 et 0,05. Alors qu'est-ce que c'est que ce 0,05? C'est 0,5 sur racine de n-1, c'est-à-dire de 0,96. Si vous faites ce calcul, vous obtiendrez 0,05.
Pareil pour le deuxième, donc M2, ça serait donc la variable aléatoire qui suit une loi normale de 2,09 et de dispersion 0,8 divisé par racine de n-1, c'est-à-dire de racine 94. Ce qui va vous faire donc 0,8 sur racine de 84, pardon, pas 94, 84, qui fera 0,07. Pour cette valeur-là, ce que je vous propose, c'est qu'on le refasse à la calculatrice. Nous allons donc calculer les deux paramètres de notre différence des deux variables aléatoires M1 moins M2. Donc D aura donc une variable aléatoire qui est une normalité qui aura comme moyenne donc 2,36 moins 2,09, ce qui nous fait 0,27. Et donc pour écart type, il faudra faire la somme des variances. Donc la variance étant le S1 au carré, donc ça fera S1 au carré, ça fait 0,25. Pour 0,5 fois au carré, ça fait 0,25 divisé par 96. Pourquoi par 96? Parce que c'est n-1 pour le premier. Donc ça serait la dispersion, la variance de notre premier échantillon. Et on va additionner à la variance du deuxième qui fera 0,64 puisque c'est 0,8 au carré divisé par 84. Pourquoi 84? Parce qu'on avait une taille d'échantillon de 85, 85 moins 1, 84. Donc on va trouver une valeur de dispersion d'écart type de 0,10. Nous avons donc bien D qui suit une loi normale de 0,27 et de dispersion 0,10. Donc si H0 est vrai, ça veut dire que D sera égal à 0 et donc avec notre changement de variable de tout à l'heure, U centré réduit, on va comparer ce 0,27 à 1,96 fois 0,1, donc c'est-à-dire, je vous rappelle, ce 1,96 c'est obtenu grâce au fait qu'on a un seuil de risque de 5% et qui correspond à l'inverse normal pour la centrée réduite à 0,95. Et donc il ne faut pas que le 0,27 dépasse le 0,19, ce qui est le cas ici. Donc s'il dépasse, il est plus grand que ces 0,19, on ne peut pas retenir H0, on va être obligé de rejeter H0. Donc on va tirer la conclusion suivante. Il faut toujours écrire une conclusion à la fin. On va pouvoir par exemple proposer cette conclusion-là. On dira qu'avec un seuil de risque de 5%, il y a une différence significative de la masse des grains de raisin sur les deux productions, donc les deux cépages. Donc nous allons maintenant nous mettre dans une deuxième situation, la situation où les deux échantillons ont des tailles inférieures à 30, donc on ne pourra plus utiliser une normalité, surtout essentiellement si on ne connaît pas la loi que suivent les populations. Donc s'il n'y a pas de normalité sur la population, on ne pourra pas dire que les échantillons suivent une normalité s'ils sont inférieurs. Les tailles des échantillons sont inférieures à 30. Donc la seule possibilité pour comparer de moyenne, si on a des petits échantillons, il ne faut pas qu'il y ait d'autres paramètres qui se dispersent. C'est-à-dire que on va considérer, la seule moyenne de comparer ces moyennes, ça va être de le faire avec, poser une condition. Il faut que nos échantillons aient une dispersion qui suivent deux populations qui ont une même dispersion. Sinon, on aura trop d'écart, on ne pourra pas comparer nos deux moyennes. Donc pour ceci, on va s'appuyer sur les deux variances des échantillons et on fera ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Donc vous avez le résultat de la formule. Je vous déconseille d'essayer de la démontrer, vous avez perdu du temps pour rien. Assimiler plutôt la notion des tests. Donc on va considérer donc que nos deux échantillons suivent une variance
S carré. Et on pourra faire le test en fonction de ce S carré. Bien entendu, en fonction de la taille aussi des échantillons. Donc du coup, on va se retrouver, si on est sous l'hypothèse 0, avec la même formule que tout à l'heure pour la variable U, sauf que cette variable U maintenant ne suivra pas une loi centrée réduite, une loi normale centrée réduite, elle suivra une loi de Studiant de degré de liberté qui est donc la somme des tailles des échantillons moins 2. Et pour trouver la valeur de t, comme on avait trouvé tout à l'heure pour le 1,96, on va prendre par exemple pour les deux échantillons de taille 12 et 20, hein, ce qui fera un degré de liberté de 32 moins 2, ce qui va faire 30. Donc pour un degré de liberté de 30, en utilisant la loi de Studiant, soit la calculatrice, soit grâce aux règles, aux résultats que l'on a dans les tables, vous trouverez la valeur de t qui sera égale à 2,04. Vous voyez qu'il n'a pas la même valeur que si on était sur des tailles supérieur à 30 où il n'y avait que le seuil de risque qui était pris en compte. Et là, il faut prendre en compte le degré de liberté en plus du seuil de risque. Donc du coup, on fera notre discussion en fonction pareil de la dispersion qui a changé ici, en fonction de l'écart type commun dû à la pondération calcul moyen de pondération de S et de t qui sera égal ici à 2,04. Donc on fera pareil la même prise de décision que en comparant M1 à M2 s'il dépasse la valeur obtenue, et s'il le dépasse on rejettera 0, sinon on le retiendra.